Alors, je vous rappelle le sujet du deuxième segment, l'Égypte et ses ambitions de devenir un hub régional en énergie. Et vous aviez vu un sujet il y a un instant de justement la décision du Premier ministre de lancer ce projet, ce méga projet d'énergie solaire de 1000 mégawatts à l'ouest de Ménia. Pour nous parler de tous ces points, j'ai le plaisir, un vrai plaisir, d'avoir avec moi professeur Hoda Abouchadi, qui est donc professeur de physique nucléaire à l'Université du Caire. Bonjour. Bonjour. Alors, la coïncidence d'aujourd'hui, on parlait un instant des pionnières dans le Conseil d'État. Mon invitée de ce soir est également pionnière. Elle est la première femme scientifique conseillère du chef de l'État. Merci, c'est un vrai privilège de vous avoir avec nous pour parler de ces questions. Merci. Alors, justement, on a diffusé, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a diffusé cette nouvelle concernant ce projet ambitieux, ce projet solaire géant de 1000 mégawatts à l'ouest de Ménia. Il représente quoi ce projet pour une personne simple comme moi, une simple d'esprit qui ne s'y connaît pas en énergie? C'est un investissement de ressources dans de l'énergie renouvelable et il fallait faire ça depuis longtemps. C'était une bonne décision parce que l'Égypte a simplement, il avait le barrage, on avait l'énergie à travers le charbon et à travers le gaz, mais maintenant on a besoin d'avoir d'autres ressources. Les autres ressources comme l'énergie solaire est très importante parce que là, on est dans le sud d'Égypte, l'énergie, le soleil est toujours là pour nous servir. Alors, peut-être le Maroc, il nous a devancé. Ils ont avancé, mais c'était le temps et je les salue maintenant parce que c'est une bonne décision et un bon investissement pour l'avenir. Pas simplement pour aujourd'hui, mais pour encore 20 ans. Alors, c'est vrai que il y a quelques temps, j'ai reçu également un de vos confrères spécialisé également dans les énergies qui me disait que ce sont les Allemands les premiers à avoir misé sur le soleil égyptien. Après des études, ils avaient dit que le soleil égyptien était particulier. Est-ce que c'est son côté patriotique nationaliste qui a parlé ou est-ce qu'effectivement l'Égypte a un vrai potentiel en énergie solaire? Bien sûr, on a un vrai potentiel parce que l'énergie, le soleil et notre terrain est ensoleillé 99% sur les 365 jours de l'année. Alors ça c'est un investissement raisonnable. On a plein soleil, on a les Allemands, ils ont fait pas mal d'études en Égypte, ils ont construit plusieurs projets à travers les chercheurs dans la faculté d'ingénierie à l'université du Caire et en sud d'Égypte. Ils ont pas mal de projets, alors ils parlent comme un expert, pas simplement comme un Égyptien, ils parlent comme un expert ici. C'est une vérité. Alors, des personnes lambda comme moi, on entend beaucoup parler d'énergie renouvelable et d'énergie durable. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux énergies? L'énergie durable, elle est plus profonde. C'est une, comment on dit, parasol plus grande que l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est comme l'énergie du soleil, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique. C'est renouvelable, ça revient de la nature, mais ça dépend de la température, du climat, de l'environnement. Si il ne fait pas beaucoup de vent, on n'aura pas les ondes dans la mer. Et s'il n'y a pas assez de vent, on n'a pas ce qu'on appelle éoliennes. Voilà. Mais l'énergie durable, c'est quelque chose qui défend de l'infrastructure, l'économie, le climat, le futur. Les énergies durables, c'est comme exactement l'énergie nucléaire. Elle peut être mise en énergie durable parce qu'elle continue pour 40 ans et pour 50 ans si on travaille bien.
comme maintenance, elle peut durer pour 50 ans. Alors la durée, c'est durable et aussi c'est un bon investissement parce que on peut la contrôler. Si on veut pas assez, on peut arrêter de fonctionner les autres stations. Si on a besoin, on peut fonctionner en plus et ainsi de suite. Alors c'est pilotable et c'est contrôlé. En quoi est-ce devenu une nécessité aujourd'hui de parler d'énergie renouvelable? On le sait, on l'entend depuis plusieurs années à travers des projets allemands. Les Allemands ont peut-être été pionniers dans ce domaine-là, mais ils ont souffert du problème qui a été pendant le Tchernobyl, parce qu'ils ont souffert. Alors les Allemands, ils ont pris une décision que je crois qui n'était pas correcte, parce que c'était une réflexion du public qui ne voulait pas l'énergie nucléaire à cause du problème qui a été à cause du Tchernobyl. Pourtant, Tchernobyl, c'est une faute pas industrielle ni de technologie, c'est une faute humaine. Parce qu'ils ont arrêté de penser et de réagir vite en attente du réponse de la Russie à cet instant, qui n'était pas assez forte parce que c'était le temps où ce qu'on appelle the falling out of the Russian Union. À cet instant, le problème de Tchernobyl est arrivé, il a duré pour des années. Alors, à un instant, le public a décidé de faire ce qu'on appelle le phase-out de l'énergie nucléaire. Mais après tant d'été trop chaudes, le public a commencé à faire d'autres pensées. Ils ont pensé maintenant qu'on a besoin de peut-être penser à l'énergie nucléaire, d'autres sources d'énergie. Ils ont fait des projets au Maroc, ils ont fait des projets avec l'Égypte, peut-être avec une grande grille d'énergie solaire. À Daba? Oui, non, à Ben Ben, pardon. Voilà, Ben Ben. On peut exporter l'énergie à un instant, parce qu'on a toutes les ressources. Alors, vous avez mentionné donc une des plus grandes catastrophes nucléaires des années 80, en 1986, si mes souvenirs sont bons, en Russie. Effectivement, Tchernobyl, tout le monde s'en souvient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une catastrophe telle que celle-ci ne peut pas se reproduire ou a moins de chances de se reproduire? Parce que le public, effectivement, peut se dire « Oui, mais on parle d'énergie nucléaire, mais on peut retomber dans ce scénario chaotique. » Je vais parler de deux choses qui sont complètement différentes. Dans les accidents de voiture, dans les accidents qui arrivent dans les hôpitaux, personne n'a cessé d'aller dans les hôpitaux et personne n'a cessé de conduire des voitures. Les accidents nucléaires sont dans les domaines de 2%. Alors c'est pas trop et c'est une faute humaine. À Fukushima, c'était quelque chose contre leur volonté. C'était un tsunami, des avalanches et de l'eau et des ondes qui traversent les 7 mètres. Alors ils n'ont pas fait leur compte sur toutes ces conditions ensemble avec un tremblement de terre et l'eau qui va inonder la station et qui ne va pas fonctionner. Alors maintenant, dans notre choix de station nucléaire, les Égyptiens aussi, ils ont une expérience incroyable. On a travaillé avec les Russes, c'est pas la seule fois. Pendant les années 60, notre premier réacteur nucléaire expérimental, c'était avec les Russes. C'était un cadeau. Il a fonctionné. On a commencé avec le Japon, on a commencé avec les Coréens. Et puis le deuxième, c'était dans les années 80, c'était avec une autre technologie, avec l'Argentine. Alors, on a d'expérience, on a les ingénieurs qui sont partout dans le monde, qui ont aidé la République à choisir l'endroit et à choisir
Et puis il y avait des Chinois, il y avait des Français, il y avait les Allemands, il y avait les Anglais et il y avait les Américains qui ont donné leurs idées pour les stations nucléaires en Égypte, la construction. Le plus bon choix, c'était la Russie. Ils ont donné le plus bon choix et ils ont offert ce qu'on appelle à nous aider à construire et à nous enseigner comment gérer la place. Alors, ce n'est pas une expérience qui date simplement de 20 ans comme les autres pays arabes, excusez-moi, notre expérience, ça date depuis les années 50 et les années 60. L'Égypte a construit tous les Nuclear Energy Authorities dans tout le monde arabe. C'était les Égyptiens. On a commencé avec la Corée, on a commencé avec le Japon. On a les gens, les ingénieurs qui savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et je les connais, je connais pas mal de personnes qui travaillent dans le projet. Et j'étais dans la signature du projet à la présidence et ça m'a fait du bien de voir que mon pays est en train de faire quelque chose qui va nous servir pour 50 ans. C'est pas simplement pour mon fils mais pour mes petits-fils aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, on est en train de dire que l'Égypte a pour ambition de devenir un hub énergétique pour la région et voire même à l'international. Est-ce que c'est faisable? Quelle est la capacité réelle de l'Égypte à réaliser ce projet? Je crois qu'en première phase, la présidence voulait plus que les 4 qu'on va accomplir. J'ai entendu il y a plusieurs jours qu'ils veulent faire en plus. Alors, il faut penser, on aura une indépendance. On n'aura pas besoin du gaz, de quelqu'un importer du gaz ni du pétrole. Et on aura du surplus si on l'utilise très bien et on a du surplus après la phase du pétrole on peut donner à nos voisins, on peut donner même pour la Tunisie. Le pétrole ne va pas durer pour longtemps, mais l'énergie durable à travers le nucléaire peut durer pour des années. On peut avoir la haute main. Alors, une question peut-être banale pour une chercheuse comme vous. Est-ce que les changements climatiques qu'il y a actuellement dans le monde, on le constate, ont eu un impact dans l'accélération de ces projets ou à l'inverse, peuvent-ils être nuisibles à ces projets ambitieux? Non, on a bien fait notre plan pour lutter contre les changements, pour les tremblements de terre, pour même la stupidité de quelqu'un qui peut faire des accidents à travers des avions. Tout a été pris en compte. Alors je voulais dire à tout le monde, il ne faut pas avoir peur. La génération de VVER, du Nuclear Power Station qui vient de la Russie, c'est une génération 3++. Alors c'est avancé, c'est la dernière technologie en Russie et pas simplement l'Égypte qui est en train d'avoir cette technologie, c'est aussi la Turquie. C'est impossible d'avoir 2 pays qui ont pris une très mauvaise décision. Alors c'est une bonne décision, c'est le temps et peut-être l'année dernière je serai avec toi pour célébrer le début de notre Nuclear Power Station, le premier. Vous êtes également directrice du projet Boreleb, celui entre l'Égypte et l'Italie. De quoi s'agit-il? J'ai d'autres hobbies, loisirs à faire dans ma vie. J'adore dessiner. Vous avez le temps? Quand on est spécialiste en physique, je vais te dire quelque chose. Quand nous sommes élevés dans des écoles françaises, on apprend dans l'école la couture, la broderie, on apprend à cuisiner. Alors c'est ce ma mère a appelé le savoir-vivre.
Alors, je voulais construire dans une de mes idées une école de cuisine, une école où les gens apprennent à faire la couture. Et ça, pas simplement pour les gens qui sont riches, mais pour les gens qui vivent à travers, tu sais, ce qu'on appelle les endroits que... Les zones marginalisées? Exactement. Les endroits pauvres et marginalisés. Et j'ai trouvé ce que je voulais dans un projet pilote dans le Egyptian Development Fund qui est lié à notre Cabinet of Ministers. Alors, je voulais faire quelque chose du bien. J'ai passé par toutes les positions que tu peux imaginer. J'étais directrice d'un centre d'études nucléaires et puis j'étais vice-doyenne et j'étais doyenne et vice-directeur d'une université privée. Maintenant, je voulais faire quelque chose d'autre, servir à mon société, le service administratif, tout ce que j'ai récolté pendant des années d'expérience. Je voulais que les gens qui n'ont pas eu ce savoir-vivre ni le savoir de comment utiliser leurs ressources pour gagner de l'argent. Là, ces élèves, ils apprennent l'italien, ils apprennent à perfection, ils apprennent aussi l'anglais et l'arabe et ne prennent pas de leçons particulières. Ils arrivent à être des techniciens qui sont comme il faut et qui peuvent travailler en Italie sans faire une immigration illégale. C'est incroyable. Je salue ce projet-là qui j'espère, ouvrira de bonnes opportunités à cette jeunesse qui, comme vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, les Égyptiens ont cette capacité à pouvoir se développer, à s'autosuffire par leur savoir. Je vais te montrer après les photos de nos élèves en Italie et comment ils ont vraiment, ils se sont mélangés avec la société, ils ont accepté leur environnement et ils sont vraiment contents d'être là-bas et leurs boss sont en train de nous dire il faut nous envoyer en plus d'Égyptiens. Eh bien, pourquoi pas? Et justement, lorsque vous étiez en train de parler, j'étais en train d'imaginer, est-ce que les anciens Égyptiens, à l'époque donc pharaonique, avaient déjà commencé à se pencher sur le nucléaire? Non, bien sûr pas, mais ils étaient très avancés dans des choses qui étaient plus profondes dans la chimie, l'astronomie. Et même il y avait la première gynécologue femme, c'était une égyptienne. Alors il y avait des Égyptiennes partout, il y avait des mathématiciennes, il y avait des docteurs Est-ce qu'il serait possible ils ont commencé déjà à réfléchir sur les énergies? Je crois qu'ils ont pensé à l'énergie, mais c'était pas, on ne trouve pas vraiment les documents qui peuvent nous dire ça parce qu'ils avaient un très mauvais, de très mauvaises habitudes. De chaque roi qui vient, il efface ce que l'autre a fait. Et ça, c'est très nuisible pour les gens qui viennent après. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. Mais ce que je sais, qu'il y avait pas mal d'expériences en Égypte, surtout en architecture et en chimie. Et pourquoi la peinture n'a pas disparu jusqu'à maintenant dans nos vêtements après 2 ou 3 fois, on ne trouve pas les couleurs. Vous, en tant que professeur, vous avez certainement enseigné à un moment de votre vie de la chimie. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Oui, ils ont utilisé des matières qui ressemblent à nanomatériaux. Et c'est vraiment comment ils ont su faire toutes ces choses et comment ils ont pu faire tous ces bijoux. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais ils étaient très avancés en mathématiques. Et je peux vous montrer des documents. Il y a des documents, c'est documenté. Il y a pas mal de papyrus
Effectivement. Professeur Hoda Abouchadi, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Réellement, j'ai pris plaisir à boire vos paroles. Ça a été d'une richesse et d'une intensité très forte. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous suivre. Et merci pour toutes ces bonnes questions. Merci infiniment. Le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes donc professeur de physique nucléaire à l'Université du Caire, mais également directrice du projet Aourel Égypte Italie. Merci infiniment. Nous aurons certainement l'occasion de faire appel à vous pour des sujets aussi importants et aussi riches. Merci d'être le modèle que vous êtes. J'espère que nos téléspectateurs ont pu profiter de votre expérience. Merci infiniment. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Très belle soirée à vous et je cède l'antenne à nos collègues anglophones pour la suite de vos programmes.